Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous propose une introduction à la sécurité informatique dans laquelle on va survoler certains concepts clés de la sécurité. Avant tout, je tiens à préciser qu'on ne rentrera pas dans le détail et que ce qu'on va voir, c'est uniquement à but préventif. Donc, si jamais vous avez des questions plus pointues, je reste disponible par mail ou bien sur le Discord par la suite. Pour la petite présentation, voilà, je suis étudiant en deuxième année de BTS et la sécurité, c'est une passion que j'ai à côté. C'est ce pourquoi aujourd'hui je suis devant vous, ou en tout cas devant mon ordinateur, pour vous partager cette passion, vous sensibiliser ou bien nourrir votre curiosité sur ce domaine. Donc j'espère qu'après ça, vous allez avoir envie d'en savoir plus, parce que voilà, c'est mon but. Petit disclaimer sur tout ce que je vais vous montrer, et bien qu'on ne rentre pas vraiment dans le détail, je vous recommande surtout pas de vous essayer à ces techniques sur des sites. À la fin de la conférence, je vous proposerai des plateformes pour les plus intéressés, sur lesquelles vous serez en toute légalité et où vous pourrez apprendre. Alors pour le programme, je vous propose dans un premier temps de vous présenter très brièvement ce qu'est la sécurité. Puis on plongera dans la sécurité applicative web pour rester dans le thème de la Synconf. Par la suite, je vais vous proposer des petits exemples assez ludiques. Et pour finir, bien que ce ne soit pas sur la diapo, je vous présenterai les bonnes pratiques et quelques liens sympathiques pour aller un petit peu plus loin. Bon, je vous propose qu'on commence tout de suite. Avant toute chose, il serait judicieux qu'on définisse ce qu'est la sécurité informatique. Donc, j'ai vu qu'il y avait un développeur justement de chez Red Hat. Alors, je vous propose de prendre la définition que donne cette entreprise à la sécurité. Pour eux, la sécurité, ça protégerait l'intégrité technologique de l'information, comme les systèmes, les réseaux et les données informatiques, contre les attaques, dommages ou les accès non autorisés. Écoutez, ça tombe très bien que la définition nous parle de système et de réseau, parce que je vais justement vous proposer qu'on découpe cette sécurité, la sécurité globalement, en trois gros domaines pour se simplifier la vie. Et c'est ce que je vais faire. Et en plus de ça, je vais vous proposer pour chaque domaine de vous donner la vulnérabilité la plus commune. Comme ça, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous aurez déjà une première piste. On commence tout de suite avec la sécurité du système d'exploitation. Pour les moins initiés, quand je parle de système d'exploitation, je parle de Windows, Linux, macOS ou bien Android par exemple. La vulnérabilité la plus commune qu'on va retrouver sur le système d'exploitation, ça va être le buffer overflow ou bien en français le dépassement de tampon. On va pas se mentir, en anglais, ça donne un petit effet en plus. Dans notre découpage, on va retrouver par la suite la sécurité des réseaux. Donc pareil, pour les moins initiés, le réseau, d'après Wikipédia, c'est tout simplement un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger de l'information. On schématise, on va prendre des très grosses pincettes et le réseau, c'est le câble RJ45 ou bien plus communément le câble dit Ethernet qui dépasse de votre PC. On n'ira pas plus loin. Pour la vulne la plus commune, je vous conseille de regarder du côté de l'utilisation des protocoles non sécurisés. Je vous propose d'entrer directement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la sécurité des applications web. J'ai choisi d'orienter la conférence plus dans ce domaine, tout simplement parce que la Synconf est orientée développement, et alors je pense que je vais réussir à toucher, ou en tout cas à parler au plus grand nombre d'entre vous. Vous commencez à me connaître, je découpe tout. Eh bien, on va faire pareil pour la sécurité applicative. On va commencer par le côté client. Et donc, quand je parle de client, pour schématiser, je vais parler de votre navigateur. C'est ce qui va vous afficher les résultats des requêtes que vous aurez demandées à notre deuxième partie, à savoir le serveur. En gros, il est toujours ou est toujours censé être à l'écoute de vos requêtes pour vous répondre rapidement. Pour bien comprendre la suite, lorsque vous allez sur Internet avec votre navigateur et que vous allez sur un site, vous allez envoyer une requête au serveur qui va justement vous répondre et dans cette réponse, il va vous envoyer le contenu du site, donc notamment le code HTML. Je sais que vous êtes venu pour voir de la sécurité, alors je vous propose que j'arrête de discuter du fonctionnement et à la place qu'on commence par notre premier exemple qui est une attaque côté client. Je vous présente Sabrina. Elle est actuellement sur un site de messagerie de groupe instantané. Pour l'instant, tout va bien et elle est identifiée et elle se voit même attribuer un cookie. Donc, en gros, dans ce cookie, il y a son identifiant de session. Du coup, elle n'a pas besoin de se reconnecter à chaque fois, par exemple. À chaque requête, son navigateur envoie cet identifiant de session. Et donc tout va bien. Pour l'instant, elle a de la chance car elle discute avec l'administrateur de ce site. Alors pareil, pour lui, il est identifié sur le site et il a également un cookie. Mais nous, on va se placer du côté en fait d'un utilisateur malveillant qui se dit si le cookie c'est l'identifiant de session, alors si je vole ce cookie, je pourrais usurper l'identité de Sabrina. Et si encore mieux, je prenais le cookie de l'administrateur, je pourrais alors avoir les privilèges de ce dernier sur le site. Je vous propose qu'on voit ça un peu plus en détail dans le fonctionnement sur la diapo suivante. Même si je pense que la plupart d'entre vous sont assez familiers avec ce qu'on va voir, je préfère vous rappeler qu'on ne va pas rentrer dans le détail et donc que tout le monde, même si vous êtes débutant, pourra suivre cette conférence.
Bon, pour commencer, ce qu'on vient de voir, ça s'appelle une XSS. Il faut savoir que sur le web, la vulnérabilité la plus commune, c'est justement la XSS. Le petit bout de code que vous voyez permet de voir rapidement si on est vulnérable à une attaque XSS. Mais attention, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas la petite alerte test, comme on a en exemple, qui va apparaître, que vous ne serez pas vulnérable. Il existe plusieurs types de XSS d'ailleurs, et je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous laisserai utiliser notre ami Google pour en savoir plus si ça vous intéresse. Bon, alors revenons à notre utilisateur malveillant. Il est bien connecté sur la messagerie, sauf que maintenant, il a réussi à récupérer les cookies de l'administrateur et de Sabrina. Il peut usurper leur identité et donc se faire passer pour eux, mais également jouir des droits de l'administrateur. On comprend alors que c'est problématique et je vous proposerai justement des éléments de remédiation si votre site est vulnérable au XSS, ou bien pour qu'il ne devienne pas en tout cas. Mais avant ça, je vous propose qu'on parte sans plus attendre sur le deuxième exemple qui lui se situe côté serveur. Vous allez voir, je vais vous proposer une super mise en situation. Alors bienvenue, je vous propose, de rencontrer Pierre et Pierre dans la vie, il n'aime pas que faire du vélo bien sûr, il est moderne, il utilise internet pour effectuer ses achats. Sauf que lorsqu'il fait ses achats, il va sur des sites bien sûr et lorsque le produit le séduit suffisamment et ben, en fait, Pierre il va passer commande. Pour passer ses commandes, il rentre son adresse mail, son adresse de livraison, son numéro de téléphone par exemple et cetera, je vous fais pas la liste et jusque là tout va bien. Il navigue sur le site et se voit même ajouter quelques articles à son panier. C'est vous dire si le site n'est pas séduisant. Bon, vous me voyez venir. Comme d'habitude, on va se placer du côté de l'utilisateur malveillant. Sauf que cet utilisateur, il a beau être malveillant, il est quand même vachement intelligent. Parce qu'il va se poser une question. Qu'est-ce qui se passe si à la place de mon login et mon mot de passe, je rentre du SQL? Alors juste pour petit rappel, pour perdre personne, le SQL, c'est le langage qui va nous servir à communiquer avec les bases de données. Donc voilà, pour revenir à notre utilisateur, il va alors tester en tapant du code SQL brut dans un premier temps, et ben rien va se passer. Par contre, il a la bonne idée, enfin vu qu'il est malveillant, on va parler plutôt de mauvaise idée, d'essayer de casser la chaîne de caractères pour injecter son code directement dans la requête. Il arrive alors à rentrer en tant qu'administrateur sur le site. Cette technique, elle porte un nom. On l'appelle l'injection SQL. Alors reprenons tranquillement ce qui vient de se passer pour bien comprendre. Notre utilisateur malveillant, il est bien connecté sur le site. Bon, ok, jusque-là, rien de compliqué. On comprend bien le mécanisme avec ce qu'on a vu juste avant, mais alors comment fonctionne le SQL et comment l'utilisateur peut bien entrer sans aucune autorisation et terminer administrateur? Pour cela, on va devoir se pencher sur la requête en question. Alors là, comme on peut le voir, il y a notre requête de base qui va chercher le nom d'utilisateur et le mot de passe et qui va retourner si les deux existent bien. Par contre, on peut voir juste en dessous que l'attaquant va définir le username en admin et pour ne pas avoir à taper le mot de passe, il va mettre une affirmation. Dans notre cas, 1 égale 1 pour obtenir un true, soit un vrai en informatique. Et ce true, en fait, il veut dire, eh ben, ok, c'est bon, ok, tu es bien l'admin. Sauf qu'on comprend bien qu'il n'a pas eu à taper le mot de passe. On peut alors constater le résultat final de notre requête après l'injection juste en dessous. On comprend donc maintenant qu'il a accès à la base de données, mais également aux données personnelles des utilisateurs du site, ainsi qu'au compte administrateur. On comprend alors qu'une personne mal intentionnée va non seulement pouvoir accéder en tant qu'administrateur sur votre site, mais qu'en plus de cela, compromettre les données personnelles et parfois sensibles de tous vos utilisateurs. C'est pour cela que la sécurité, elle doit toujours rester au cœur de vos projets. Maintenant qu'on a vu ces deux exemples, je pense qu'il est temps de parler de remédiation. Il est très important de toujours remettre en question, vous, les développeurs, la sécurité de votre application, quelle qu'elle soit. En sécurité, on dit toujours que rien n'est sécurisé à 100%. On pourra toujours trouver un moyen de la contourner ou bien il y aura des problèmes de configuration, par exemple. Il y a un tas d'autres paramètres que vous pourrez plus ou moins contrôler. Et tout ça sans compter la faille humaine qui, elle, reste très exploitable. Alors autant que vous fassiez votre maximum pour sécuriser votre application, parce qu'il existe déjà suffisamment de moyens pour qu'un utilisateur malveillant puisse vous nuire à vous ou bien à vos utilisateurs. Je vous propose alors quelques pistes pour pallier aux deux problèmes qu'on a vus précédemment. Je préfère également vous préciser qu'on rentrera un petit peu plus dans de la technique sur la prochaine slide. Ce sera d'ailleurs le seul moment où on va le faire. Donc si jamais vous veniez à vous sentir un petit peu perdu, je vous rassure, je vais être très bref. Voilà, bon, également, je tiens encore une fois à vous préciser, ce sont uniquement des pistes. Il sera alors de votre ressort de creuser et de vous renseigner pour rendre vos applications les plus sécurisées possibles. Concernant la première vulnérabilité XSS qu'on a vue, je vous conseille de toujours sécuriser vos cookies, c'est-à-dire de toujours mettre les attributs HTTP only, secure et same site. Je vous conseille aussi de toujours filtrer les entrées utilisateurs, c'est-à-dire de ne pas laisser tout et n'importe quoi passer, établir une whitelist des caractères autorisés notamment, donc une whitelist des caractères autorisés. Et j'insiste vraiment sur le fait de bien faire une whitelist et non pas une blacklist. On va toujours préférer restreindre et autoriser ensuite que le nécessaire.
Pareil pour l'encodage, comme exemple, ça évitera que l'utilisateur puisse casser facilement la chaîne de caractères. Je reviens dessus encore une fois, mais c'est très important, les filtres. Évitez de faire vous-même vos propres filtres, vous oublierez presque obligatoirement quelque chose. Pour le SQL, je recommande d'utiliser des requêtes préparées qui éviteront que l'attaquant injecte du code. Je tiens également à vous recommander d'utiliser plus globalement des frameworks ou bien des outils assez populaires pour éviter à tout reconstruire et potentiellement faire des erreurs bêtes, et donc exposer vos projets à d'éventuels utilisateurs malveillants. Une autre phrase que j'apprécie en sécurité, euh, c'est la plus grosse vulnérabilité qui existe, elle se situe entre la chaise et le clavier. Et bien, je vais justement vous proposer de vous présenter les bonnes pratiques en informatique pour éviter de se faire avoir facilement. Ces pratiques, elles sont autant valables sur un plan personnel que professionnel. Également, pour plus d'informations, je vous recommande d'aller voir sur le site de l'ANSSI. C'est l'acronyme signifiant Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont écrit des très bons guides sur les bonnes pratiques. Pour les retrouver, vous allez tout simplement sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez bonnes pratiques ANSSI et vous le trouverez sans aucun doute. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence et on va commencer par vos mots de passe. Utilisez une phrase pour constituer un mot de passe assez long. Rajoutez des nombres et des caractères spéciaux. On peut remplacer le A par un arrobase ou bien le E par un dollar, etc. Ça rendra la tâche beaucoup plus difficile pour un potentiel brute force. Pour avoir des mots de passe sécurisés, je vous recommande également d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Un qui est très connu, c'est KeePass par exemple, entièrement gratuit et sécurisé. Je vous conseille également de bien sauvegarder vos données sur un périph' externe ou bien sur un cloud. Pour ceux qui sont vraiment réticents à l'idée de prendre un cloud, optez simplement pour un disque dur externe. C'est assez simple à mettre en place et très utile lorsque vous avez une panne ou bien un problème qui touche plus du côté de la sécu. Alors là, c'est le point principal. Je ne vous le dirai jamais assez, mais vérifiez les expéditeurs. Encore plus si vous êtes sur des adresses email, sur vos adresses mail professionnelles. Ne vous faites pas avoir par un caractère manquant ou bien remplacé par un autre. Vérifiez également. euh, Vérifier, c'est également se protéger contre les attaques de type phishing. Et si jamais vous avez un doute, ne cliquez jamais sur un lien. Ne cliquez surtout pas sur le lien. S'il s'agit d'un site connu, je vous recommande d'y accéder en passant par votre navigateur de recherche tout simplement. Peut-être que vous l'avez vu, ou peut-être pas, mais à Facebook, il manque un E. On peut se faire avoir très facilement. Je sais que je vous l'ai dit juste avant, mais c'est également un point primordial. Il faut toujours vérifier ce que vous téléchargez. Par exemple, si vous souhaitez télécharger la suite Office, rendez-vous directement sur le site de Microsoft. Les fichiers téléchargés autres que sur le site des éditeurs, c'est dangereux. Et quand bien même ce ne serait pas un virus, vous risquez d'avoir quelques surprises. Pour terminer cette présentation, comme promis, je vous propose des plateformes pour découvrir et pratiquer la sécurité. Sans plus attendre, je vous propose de vous présenter la première plateforme qui se nomme RootMe. C'est français, gratuit et vraiment très sympathique. C'est vraiment reconnu, pour vous dire, dans un entretien en cyber, on vous demande même votre score sur RootMe. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse découvrir cette plateforme. La seconde, elle n'est pas française, mais elle est cependant plus réaliste. Vous avez une box dans laquelle vous devez réussir à vous introduire. C'est classé par niveau de difficulté. Et même pour vous inscrire, vous ne devez pas simplement remplir un formulaire, mais réussir à valider un petit challenge. En résumé, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience pour aller sur Hack the Box. Le dernier est TryHackMe. Cette plateforme vous propose des cours de sécurité et des exercices pratiques en même temps. Un intermédiaire très sympathique. Par contre, tous les cours sont en anglais. Bon, par contre, ça peut être un bon entraînement si vous souhaitez augmenter votre niveau dans la langue de Shakespeare. Je vous donne aussi 2 sites très sympathiques pour en apprendre plus sur la sécurité. Pour le premier, il s'agit d'un blog entièrement en français. Dessus, vous retrouverez plein de ressources très sympathiques. Il y a justement des tutoriels de type comment ça marche ou bien connaissez-vous ceci ou cela. N'hésitez pas à les consulter. Et pour le second, je vous propose des petits exercices ainsi que des cours théoriques pour apprendre tout en s'exerçant, un peu à la TryHackMe, mais avec des cours un peu plus détaillés, je trouve. Ça reste un avis très personnel. Vous connaissez sans doute ce logo grâce à la suite Burp. Donc, c'est une suite d'outils utilisés pour la sécurité, pour sécuriser ou bien voilà, pour effectuer des tests d'intrusion sur des applications web. Quoi qu'il en soit, je vous recommande ces 2 derniers sites pour apprendre. Je pense avoir tout dit sur ces plateformes. Et j'ai l'impression qu'on arrive déjà à la fin de cette conférence. On n'est pas en avance. J'espère que vous aurez autant que moi apprécié ces 15 minutes qu'on vient de passer ensemble. Je vous remercie pour votre attention, mais également Graven et à toute l'équipe technique très sympathique qu'il y a derrière. Vous trouverez sur cette diapo mes coordonnées. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous recommande également d'aller à la conférence suivante qui traite également d'un projet d'un étudiant qui a refait Pokémon en Game. Super sympathique. Merci encore de m'avoir écouté et à très bientôt.